Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un premier réseau social, un nouveau réseau social pour les cadres expérimentés de plus de 20 ans d'expérience et en accueil l'une des fondatrices de ce réseau social, Blandine Mercier, CEO et cofondatrice de Hello Masters. Elle est notre invitée. Le grand entretien, les scopes, oui, c'est un vieux modèle, mais c'est un modèle d'avenir. On va en parler récemment d'ailleurs. Vous l'avez vu, l'entreprise Duralex, les verres de notre enfance, a été repris pour éviter la faillite en scope. On fera le point avec Fatima Bellaredj, elle est déléguée générale de CG Scope. On fera le point avec elle sur l'utilité de cet outil. Et puis le livre de Smart Job, les négociatrices. Vous avez bien entendu les négociatrices, pas les négociateurs. Un livre écrit par Julie Crouzillac. Elle a mis son cœur, son énergie. Elle est directrice exécutive ADN Group et l'auteur justement de ce livre sorti chez Erol. Elle sera notre invitée à la fin de l'émission. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job avec j'ai envie de dire le privilège d'annoncer la création d'un nouveau réseau social avec sa fondatrice, Blandine Mercier, qui est sur notre plateau. Bonjour. Bonjour Blandine, CEO, cofondatrice d'Hello Masters. Vous avez créé ce réseau social, il faut le rendre hommage évidemment à votre associé Christophe Serré, qui est votre associé. Dans qui est mon binôme. Qui est mon binôme, voilà. Un mot quand même sur vous, parce que c'est intéressant, créer un réseau social, ça dit quelque chose de vous. Vous venez de la pub. Je viens de la pub, je viens du monde de la communication, où justement le network est extrêmement intéressant. Et c'est là où les idées phosphorent, quand on est en communauté, quand on est dans un collectif. Donc le réseau social, effectivement, c'est le bassin pour que des opportunités naissent et qu'on y mette un peu de créativité. Alors, le pitch, Hello Masters, avec un S, c'est le premier réseau social professionnel dédié aux cadres, femmes, dirigeantes et dirigeants de plus de 20 ans d'expérience. Pourquoi avoir fait ce choix, ce ciblage-là ? Alors ce ciblage-là, il correspond en fait à un moment de la carrière qui est la seconde partie de carrière. Plus de 20 ans d'expérience, c'est le moment où vous passez dans une nouvelle phase de votre carrière, qui est la seconde partie de carrière, qui est vraiment différente de la première partie de carrière, si je peux m'exprimer ainsi, parce que la première partie de carrière, et vous me coupez, si jamais... Je ne vais pas hésiter. Voilà. La première partie de carrière, elle est assez linéaire finalement, parce qu'on est généralement coaché dans l'entreprise dans laquelle on travaille, qui est finalement le format le plus traditionnel. On vous fait grandir. On vous fait grandir dans une voie assez verticale. Et la seconde partie de carrière, c'est plutôt un arbre de décision dans lequel vous allez avoir de nouveaux enjeux, de nouvelles envies, de nouvelles difficultés aussi, ça c'est certain, mais de nouvelles opportunités. On va revenir sur les enjeux techniques, parce que c'est un réseau sécurisé. J'ai presque envie de vous demander, mais vous envisagez de concurrencer LinkedIn ? C'est quoi l'objectif ? C'est ça l'objectif final ? Le réseau incontournable ? Alors, un des réseaux incontournables, c'est sûr et certain, parce que je crois beaucoup à la puissance du multi-réseau. Donc, concurrencer LinkedIn, merci. On a 3 mois et demi d'existence. Donc, comme jeune bébé. Qui ne fait pas encore ses nuits. Effectivement. Donc, concurrencer LinkedIn, en tout cas être à côté de LinkedIn. C'est sûr et certain pour adresser une problématique bien particulière qui n'est pas adressée chez un généraliste comme LinkedIn. Donc, chez un généraliste comme LinkedIn, vous allez trouver l'ensemble de la population active. Tout le spectre. Exactement. Chez Hello Master, vous allez retrouver uniquement vos pairs quand vous êtes dans votre seconde partie de carrière. 3 mois et demi, avec l'idée de faire densifier ce réseau, de venir sur les plateaux de télé pour nous dire ça existe, venez vous connecter. Concrètement, ça marche comment ? Je me connecte, je remplis ma fiche. C'est beaucoup plus simple que ça. Dites-nous. Alors, vous vous connectez, et là, on va vous proposer d'uploader, donc de télécharger votre CV. Et là, vous allez me dire, mais j'ai plus de CV, Blandine. Oui, la plupart des gens n'ont plus de CV en seconde partie de carrière, mais vous avez certainement un profil LinkedIn. Voilà, donc merci. Vous voyez qu'on y revient. On y revient. Donc vous allez télécharger le PDF de votre profil LinkedIn qui va vous servir de CV, parce que finalement, ce qu'il nous faut pour créer votre profil sur Hello Master, c'est votre parcours professionnel. Donc c'est les postes que vous avez occupés tout au long de votre carrière. Et bien référencé et bien documenté. Bien documenté, avec les dates de début, les dates de fin. À partir de ce parcours professionnel, notre algorithme va faire le travail pour vous. Et là, il y a une magie qui va s'opérer, c'est-à-dire qu'en 1 minute, on va vous générer un profil enrichi qui va vous permettre de visualiser instantanément toutes vos compétences,
tous vos talents et qui va vous générer une petite bio. Vous savez, la petite bio, on a l'impression que, oh là là, bon, ça génère une petite bio, qu'est-ce qu'on va en faire? Très complexe. La petite bio, c'est l'exercice de style le plus compliqué. Absolument. Parce qu'on a l'impression d'écrire sur un nécro, on est humble, on ne sait pas trop quoi dire. Chaque mot est pesé. Exactement, et on a du mal à révéler sa singularité. Blandine, ça s'adresse évidemment à ceux qui sont en carrière, ça s'adresse aussi à ceux qui sont en train de regarder le marché, qui ont 45 ans et qui se disent j'aimerais bien tourner la page. Ça s'adresse à tout cela, ça s'adresse aux dirigeants qui lorgnent le marché d'à côté, ça s'adresse à tout le monde finalement. En fait, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à toutes les personnes qui considèrent que la seconde partie de carrière, elle doit rester riche en opportunités. Et pendant cette seconde partie de carrière, vous allez adresser plusieurs problématiques. Donc vous allez avoir envie soit de vous former, de continuer à vous former, d'être apprenant et d'être au sein d'un réseau où l'expertise est au cœur de la dynamique. Vous allez peut-être avoir envie de vous reconvertir totalement. Et là, il va falloir que vous ayez des repères, que vous puissiez discuter avec vos pairs de vos projets. Vous allez avoir envie de trouver un nouveau job, de manière assez classique, ou vous allez avoir envie aussi d'élargir votre portefeuille d'activités, accéder à des conseils d'administration, des boards advisory. Et enfin, la dernière chose, et j'aimerais insister là-dessus, parce que c'est un peu mon petit chéri du réseau, vous allez peut-être avoir envie d'entreprendre. Parce que oui, en seconde partie de carrière, l'entrepreneuriat est aussi une voie pour s'épanouir. Et entreprendre, ça peut être reprendre. Et vous parliez tout à l'heure de Duralex. Voilà, donc ce genre de dynamique-là, faire vivre nos territoires, la reprise d'entreprise, il y a un véritable enjeu dans les prochaines années. On en parlait la semaine dernière avec le président de la CCI sur les reprises d'entreprises dont on ne parle pas assez et qui sont des vrais enjeux de rebond. Exactement, moi je crois beaucoup à la PME Nation. Donc il faut vraiment qu'on puisse mettre en position de force une population qui a l'expérience, qui a l'envie, qui a les ressources, qui a le réseau pour reprendre. Parce qui finalement est notre patrimoine économique. Vous donnez combien de temps avant de nous quitter là, dans la visibilité? 3 mois et demi, le bébé fait pas ses nuits, mais vous dites on se donne 2 ans parce que c'est de la technologie, c'est ouvrir le réseau, c'est quoi les grandes étapes puisque vous venez de naître? Alors, il va y avoir des grandes étapes. Les grandes étapes, elles vont être rythmées par notre croissance, évidemment la croissance de la communauté, les évolutions technologiques. On aime à dire que la peinture ne sera jamais sèche en fait au sein du réseau parce qu'on s'aperçoit que la communauté, elle a des envies. Qu'on ne vise pas juste. Ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps et il faut rester flexible. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour nous. Et on s'aperçoit surtout qu'on a un écosystème. Nous, on a un véritable agrégateur pour les acteurs de la formation, les acteurs qui vont accompagner aussi toutes les problématiques des masters, les problématiques de gestion de patrimoine, les problématiques juridiques, les problématiques qui vont être de l'ordre de comment je vais pouvoir aussi élargir mon écosystème dans ma région. Donc il y a pas mal de problématiques qui gravitent autour d'Hello Masters. Donc c'est un écosystème super riche. Eh ben, je vais aller sur Hello Masters et je vais aller. Mais on vous y attend avec impatience. Peut-être essayer de réfléchir. Alors la petite bio, elle est faite directement par Hello Masters. J'ai pas besoin de me creuser les méninges pour l'écrire. On est d'accord. Et normalement c'est bluffant. Et c'est bluffant. Eh ben, je vous dirai, puisqu'on s'est vu, je vous ferai un retour direct sur le. Merci Blandine d'être venue nous rendre visite. Je rappelle que vous êtes associée dans cette aventure entrepreneuriale, parce que c'est aussi une aventure entrepreneuriale que vous nous décrivez avec Christophe Serré, qui est un ancien de la pub, si je ne m'abuse. Mais il était avec moi chez Marcel. Voilà, il était chez Marcel, groupe Publicis, faut-il le... Groupe Publicis. Voilà, Marcel qui est une merveilleuse agence. Très belle agence, très connue. Merci à vous, Blandine, et longue vie à Hello Masters. Merci à vous. Merci de nous avoir rendu visite. Tiens, on se tourne vers la SCOP. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une structure qui permet finalement peut-être plus de démocratie au sein de l'entreprise et qui permet aussi de pouvoir éviter pour certains groupes industriels une reprise, éviter la faillite, éviter des pertes d'emplois, ce qui a été le cas de l'entreprise Duralex, notamment pour ne citer l'exemple que le plus récent dans l'actualité. On en parle tout de suite de ces SCOP. Avec justement une spécialiste de ce sujet, c'est le Cercle RH, et c'est tout de suite. Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec la déléguée générale CG SCOP, celle qui est la tour de contrôle, l'institution qui parle au nom de toutes les SCOP en France et qui va peut-être vous donner envie d'en créer une, SCOP, de changer de modèle, de changer de statut et de transformer l'entreprise. Alors, dernier exemple en date, ça a été très médiatisé, c'est important de le faire d'ailleurs, l'entreprise Duralex. Vous savez, quand on était gamin, peut-être aujourd'hui encore, on regarde à l'intérieur du verre au moment où on va à la cantine et puis on se dit à quel âge, et puis celui qui est le plus âgé va chercher le brodo, par exemple.
Bah ça, c'est les verres Duralex. Donc, c'est toute notre enfance, c'est tous nos souvenirs. L'entreprise était en faillite liée à l'augmentation du prix et du coût de l'énergie. Et l'entreprise a été sauvée grâce au modèle de la SCOP. Fatima Belaredj, merci d'être avec nous, déléguée générale CG SCOP. Un mot sur Duralex, parce que vous pilotez, vous observez évidemment la vie de ces SCOP. On a énormément médiatisé Duralex. Cette entreprise était au bord de la faillite. Elle est devenue une SCOP. J'imagine que vous avez contribué à sa transformation en SCOP. J'imagine que vous avez le sourire, puisque un magasin a été ouvert à Orléans, ils vendent en direct et ils vont développer de nouveaux produits. Donc ça fonctionne. Non seulement ça fonctionne, mais en plus, Duralex, c'est une grande fierté. Parce qu'évidemment, on a été à leur côté. Nos équipes régionales ont été matin, midi et soir aux côtés de l'ensemble des salariés pour faire en sorte que l'histoire de Duralex se projette dans un avenir beaucoup plus certain. On était au 5e redressement judiciaire. C'est exact. Et à chaque fois avec des actionnaires, moins les pieds sur le terrain, on va dire, sur le terrain. Et alors que le savoir-faire est entre les mains des salariés. Actionnaire turc, puis actionnaire italien de mémoire, qui était un leader du verre, qui avait racheté, et qui avait fermé les fours pendant la crise Covid. On s'en souvient. Il était d'ailleurs venu sur notre plateau pousser un coup de gueule en demandant à l'État de l'accompagner et de l'aider. La réalité quand même des enjeux énergétiques, on va revenir sur le modèle de la SCOP, les enjeux énergétiques sont toujours là pour l'entreprise de la Chapelle-Saint-Mémin. Ils peuvent assumer quand même le coût énergétique parce que ça consomme énormément la verrerie. Alors ça consomme énormément. Il y aura effectivement le sujet de l'énergie. Il y a aussi le sujet du marché mondial parce que le verre, c'est un marché qui est mondialisé. Mais ceci dit, Duralex a un vrai savoir-faire. A connu une très très belle histoire dans le passé et ça fait vraiment la différence. C'est le verre incassable. Comme vous évoquiez, moi je suis toujours ravie, j'ai 28 ans, quand je bois dans un verre Duralex, ça fait toujours plaisir. Et donc vous avez un savoir-faire sur lequel vous avez une équipe qui a démontré qu'elle pouvait se projeter et notamment en travaillant une offre qui a été quand même la mieux disante au niveau du tribunal. Notamment pour leur plan commercial, stratégique, à l'échelle du territoire national et à l'échelle mondiale, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai, parce que c'est aussi un marché sur lequel ils vont, j'imagine, développer de nouveaux produits. Il y a des réflexions pour aller chercher d'autres marchés. Et c'est François Marciano, qui est le directeur général aujourd'hui de Duralex, qui était auparavant un des cadres de l'entreprise, qui pilote l'entreprise. Excellent directeur général. Très engagé et qui, pour le coup, aurait été le bienvenu sur le plateau de Smart Job. Une SCOP, concrètement, c'est quoi ? En quelques mots, pour nous faire un peu de pédagogie. Alors, pour faire très pédagogique et très court, une SCOP, c'est une entreprise comme les autres, à la différence que ce sont les salariés qui sont leurs propres patrons, puisqu'ils détiennent la majorité du capital. Donc, ça veut dire très concrètement que les salariés possèdent un certain nombre d'actions qui leur est données et qui leur donnent un accès à une forme de conseil d'administration dans lequel ils peuvent s'exprimer. Nous sommes d'accord ? Oui, tout à fait. En fait, les salariés ont au moins 51% du capital. Des actions. Donc voilà, nous on appelle ça plutôt des parts sociales. Donc ils sont coopérateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils décident en fait des orientations de l'entreprise. Alors si c'est une SA, ça sera dans le cadre d'un conseil d'administration, mais on a aussi des scopes de plus petite taille. Donc on va élire un gérant ou une gérante. Et donc, les salariés qui sont à la fois salariés et associés vont décider des orientations stratégiques de l'entreprise. Plutôt secteur industriel, parce qu'il y a beaucoup de scopes en secteur industriel. Vrai ou pas vrai ? Alors, on a une surreprésentation du secteur industriel et du secteur du bâtiment et des travaux publics. C'est ça. Ça s'explique tout simplement parce que c'est un mouvement qui s'est créé il y a 140 ans par les ouvriers. Et c'est pour ça que nous avons à peu près, c'est 35% en fait des emplois qui sont soit dans l'industrie, soit dans le bâtiment. Et puis après, nous sommes présents dans tous les secteurs d'activité, le commerce, le service aux entreprises, l'éducation. Ben voilà, on a quelques fleurons. Très on célèbre. a notamment
le groupe Up, effectivement, qui fait le chèque déjeuner, mais qui fait aussi tous les autres titres, cadeaux, etc. On a reçu le président de la CCI Île-de-France, Dominique Restineau, la semaine dernière, qui portait et qui était mobilisé sur la reprise d'entreprise. Est-ce que, dans le cadre de la reprise d'entreprise, le modèle Scope peut être un outil intéressant pour un repreneur? C'est jamais simple de reprendre une entreprise. Il y a une part de risque, il y a une part d'incertitude. Est-ce que le modèle de la Scope est un bon modèle, justement, dans le cadre d'une reprise? Alors, non seulement c'est un bon modèle, mais en plus, il a fait ses preuves. On crée l'équivalent de 300 à 400 entreprises chaque année. Ça représente jusqu'à 4000 emplois, si je regarde sur les dernières années de développement. Et la moitié, en fait, de ces emplois sont créés dans le cadre soit d'une transmission d'entreprise saine, c'est-à-dire on rachète l'entreprise à un vendeur, un cédant, ou bien on va, comme pour Duralex, présenter une offre au tribunal. Avec une transformation donc de la structure de l'entreprise. Nous accompagnons, nos équipes sont des équipes techniques qui accompagnent. On parlait de Duralex, on a notre équipe en fait qui est basée en Centre-Val de Loire, qui a été aux côtés de l'entreprise pour les aider en fait à formaliser leur offre au tribunal. Et puis là, surtout, ils sont encore présents. Parce que vous savez, quand vous créez une entreprise, les 5 premières années sont les années les plus difficiles. Donc là, ils sont à leur côté pour les accompagner, les conseiller, autant sur leur business plan que sur toutes les démarches à réaliser. Les démarches qui sont aussi des négociations avec la banque et avec ceux qui ont soutenu l'entreprise. Je pense à la région Centre-Val de Loire qui a été soutien. Tout à fait. La région et l'agglomération d'Orléans ont été vraiment exemplaires parce qu'ils souhaitaient absolument, comme je vous le disais, on en était au 5e redressement judiciaire. Oui. Et donc il y avait une volonté de dire ça suffit. Stop. Nous n'avons pas donné confiance aujourd'hui aux salariés. Ce modèle existe et nous avons beaucoup de coopératives en fait en Centre-Val de Loire. Donc accompagnons en fait ces salariés dans ce savoir-faire. 2 questions de Béotien parce que c'est intéressant. Parfois on regarde ce modèle de la Scope tout en le connaissant sans réellement le connaître. Il existe toujours donc un lien de subordination, c'est-à-dire François Marciano, le directeur général, qui préside à cette Scope SA de Duralex, puisqu'on cite l'exemple de Duralex. Il y a un rapport de subordination avec les collaborateurs où ils sont actionnaires et donc ça tue ce rapport de subordination de contrat. C'est la force du modèle. Je vais prendre le côté positif. Je pose la question. C'est la double qualité. Donc il y a bien un lien de subordination, c'est-à-dire que quand vous êtes à votre poste, vous êtes dans votre mission de salarié. Et puis là, effectivement, c'est une SA. Donc quelques salariés représentants sont en fait au conseil d'administration en tant qu'associés. Pas en tant que représentant du personnel, en tant qu'associé. Parce qu'ils portent des parts. Ils portent des parts et qu'ils ont été élus en fait par leur père pour siéger au conseil d'administration. Donc là, il n'y a plus de lien de subordination puisqu'ils se parlent entre associés. En tant qu'associé, il n'y a pas de lien de subordination. Le lien de subordination n'est que dans le cadre effectivement de leur mission. Vous êtes chef de chantier, ouvrier, et là vous êtes sur un mandat d'associé. Donc c'est vraiment cette double qualité, mais qui est une véritable force. C'est-à-dire que vous vous retrouvez quand même, quand vous êtes à votre poste, être dans l'opérationnel, l'opérationnel. Et puis, quand vous êtes au conseil d'administration ou à l'Assemblée générale, vous avez fait des bons résultats, vous allez donner des orientations sur les bons résultats, vous faites des mauvais résultats, vous allez aussi prendre vos responsabilités en redéfinissant des orientations. Et là, ça fait une sacrée responsabilité collective où tout le monde se remonte les manches en se disant cette année, on n'a pas été bon. Comment on fait pour remplir nos objectifs et revenir et progresser indépendamment des enjeux industriels, du maintien de notre industrie en France, mettons-le de côté, ça dit quoi d'une entreprise, d'une Scope? Ça veut dire que les salariés ne sont pas dans l'opposition avec le patron, mais qui vont marcher ensemble dans un même objectif. Parce que c'est bien ça l'intérêt de... Tout le monde est dans le même bateau, en fait. Et donc, ils vont avancer ensemble. Et donc, il peut y avoir des moments difficiles. C'est la vie de l'entreprise. Mais là, vous ne pouvez pas renvoyer la faute à des actionnaires qui ne vous auraient pas écouté, puisque c'est vous qui avez défini, en fait, la ligne et la stratégie. Et ça soude très, très fort, en particulier dans ces moments. Tous ceux qui connaissent la vie de l'entreprise savent que quand tout va bien, il y a quand même un très gros avantage, c'est qu'on se répartit aussi les bénéfices. Exact. Mais quand ça va pas bien, qu'on n'a pas fait de bénéfices,
voilà, on se sent soudé parce qu'on a envie de sauver son outil de travail. On a envie d'aller plus loin pour montrer qu'on sait faire. Dans l'histoire Duralex, qui mériterait presque d'ailleurs un film au cinéma, c'est une aventure... Il y a quelques documentaires. Il y a eu des en cours, documentaires, je pense qu'ils sont en train d'être tournés en effet, qui racontent cette espèce d'aventure humaine aussi, qui dépasse largement le cadre de l'entreprise. Il faut sauver cette espèce de patrimoine local. Il y a aussi de ça dans l'histoire de Duralex. Est-ce qu'il y a beaucoup de ça dans toutes les autres histoires de Scope, puisque vous les avez en vue panoramique? Est-ce qu'il y a aussi un peu ça? Sauver un territoire, sauver un terroir, sauver un village. Vous savez, on vient de sortir le dernier chiffre, il y a 4600 entreprises, ça fait 87 000 salariés et nous avons passé la barre symbolique des 10 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est un réseau en fait qui a fait ses preuves. Derrière chacune des scopes, vous avez des histoires différentes. Et c'est vrai que dans la reprise d'entreprises en difficulté, souvent en milieu rural, mais pas que, vous avez derrière la sauvegarde en fait du savoir-faire. Le Made in France a beaucoup fonctionné. Duralex, vous avez évoqué le magasin. L'équipe nous disait, mais c'est incroyable, on est complètement submergé. J'y suis allé. Vous avez acheté vos verres? J'ai acheté mes verres et j'ai acheté des petites soucoupes et j'ai fait œuvre utile et j'y retournerai. Et on voit ces ouvrières, puisque certaines sont des cadres, mais d'autres sont des ouvrières, travailler au paiement, à l'encaissement avec un sourire incroyable. Ça raconte autre chose de l'entreprise, en fait, d'une entreprise. Oui, moi je considère, et nous sommes plusieurs, je crois 87 000, à considérer que c'est l'entreprise de demain. C'est le modèle en fait de citoyenneté. Horizontale. Alors, presque horizontale. Oui, voilà. Après, c'est toujours embêtant quand on a un peu des raccourcis. Alors, on va dire horizontale au moment de l'Assemblée générale, parce que tout le monde va contribuer. Tout le monde peut parler. Tous les associés peuvent parler. Ensuite, vous avez un fonctionnement que vous définissez. C'est vrai que quand on est sur des petites tailles, on va pouvoir faire des choses très horizontales. Et puis, quand la taille augmente, parce que la moyenne de nos entreprises, la taille moyenne, c'est 23 salariés. Mais vous allez de 2 salariés à le groupe Up qu'on évoquait. 2000. Ils sont 3500. 3500, oui, je suis resté donc à 2000. vous imaginez bien que là, les modalités sont un peu différentes. Merci Fatima Belharedj d'être venue nous rendre visite pour ce beau voyage au pays des scopes, qui sont des histoires toutes absolument incroyables, et évidemment avec aujourd'hui ce focus de cœur aussi pour l'entreprise Duralex, engagée à continuer à vivre, à produire et à nous proposer des verres pour nos enfants, nos petits-enfants, et après encore. Merci Fatima, déléguée générale CG Scope, et vous accompagnez toutes ces scopes, on l'aura compris, dans leur développement et même dans la reprise, évidemment, et de transformation de modèles. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On termine avec un livre, il va vous intéresser, il s'appelle Les négociatrices. Oui, le portrait de femmes qui ont des postes à responsabilité, qui se sont livrées dans ce livre, et on accueille l'autrice. C'est le livre de Smart Job pour terminer notre émission. Le livre de Smart Job pour découvrir une autrice et un livre. Julie Crouzillac est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Votre livre, oui. Votre bébé, parce que vous dites à la fin en conclusion que c'est pas votre premier, mais celui-ci, vous avez mis énormément de vous, les négociatrices, oui. Ce que les femmes négocient pour mener la vie qui leur plaît, édition Erol. Alors le livre est très agréable à lire. On ne découvre les portraits des femmes que vous avez rencontrées qu'à la fin, donc il faut évidemment, alors on peut grappiller. Oui. D'abord, ce qui est intéressant, et vous le démarrez comme ça, votre livre, il s'appelle Les négociatrices et pas les négociateurs. Souvent, quand on pense à la négo, on pense à des hommes autour d'une table, avec un verre, avec un rite. Et vous dites, bah non, il y a aussi des femmes, peut-être plus que les autres encore, qui négocient. C'était ça l'objectif du titre, déjà, pour commencer par le titre ? C'était pas que ça l'objectif du titre. Il y avait un peu ce pied de nez où c'est vrai, comme vous le disiez, quand on pense à la négociation, on voit des négociateurs et on voit souvent des hommes avec un décorum, un peu d'éloquence, des choses comme ça. En vérité, les négociatrices sont très présentes dans tous les types de négociations qui existent, commerciales, sociales, diplomatiques, négociations de crise également. Et puis ce que je trouvais intéressant,
intéressant derrière la dimension des négociatrices, c'est l'ensemble des disciplines qu'on retrouve dans la négociation, qui vont être l'influence, la capacité à induire le changement, la capacité à décider, à gérer son stress. Et c'était tout ça sous l'angle féminin qui m'intéressait. Julie, vous êtes directrice exécutive de la société ADN Group, qui a un lien direct avec ce livre, puisque c'est une entreprise qui accompagne vos clients à la négociation, à toutes les phases tactiques, stratégiques qu'on évoque. On est bien d'accord que ce sont des négociations d'entreprise. Vous ne faites pas de la négociation d'otages comme on peut l'avoir avec le GIGN, parce qu'il y a des similitudes, il y a des passerelles. Il y a des passerelles. Alors oui, non, il faut être très clair. Nous, on est une société privée. On accompagne les entreprises privées sur des négociations de tout type, des négociations de crise qui peuvent arriver dans le monde de l'entreprise, commerciale, sociale, bien sûr. On travaille également avec nos partenaires institutionnels, les Nations Unies, sur des dimensions de négociation diplomatique. Et il peut nous arriver, pour le compte de sociétés privées, d'intervenir sur des thématiques de crise à l'étranger, mais absolument pas sur le précaré des autorités institutionnelles sur ce sujet. Alors vous avez rencontré, ça vous a pris un temps colossal, parce qu'au départ, toutes ces femmes, Anne Maréchal, Anne-Laure Nolot, Transdev, Total Energy, dont vous dites que la personne vous accueille avec une élégance, une sympathie, une simplicité, elle vous fait monter tout en haut de la tour à la Défense, dont vous décrivez le dédale et les panneaux de signalétique. Qu'est-ce qu'elles sont venues vous dire, ces femmes? Qu'est-ce que vous leur avez arraché? Puisqu'au départ, elles vous disent, moi, j'ai rien d'intéressant à vous dire là-dessus, passez, j'ai rien à dire. Et en fait, vous leur tirez plein de choses. Alors oui, c'est ça, c'est le premier point commun qu'elles ont toutes quand je leur fais ma demande d'interview sur le projet que je porte. Elles me disent, mais moi, je ne vois pas du tout ce que je peux t'apporter, ça n'a rien à voir avec moi tout ça, ce qui est étonnant quand on voit les trajectoires, les postes et les carrières de ces femmes-là. Et puis, nous, je ne suis quand même pas arrivée les mains dans les poches pour ces entretiens-là, puisqu'on avait préparé toute une grille assez robuste pour justement venir explorer différentes thématiques et être capable, au détour des questions et puis des axes sur lesquels je souhaitais les emmener, des points communs qu'elles avaient entre elles. C'était un peu le point d'interrogation aussi. Qu'est-ce qui ressort ? Mais qu'est-ce qu'il en ressort ? En fil rouge, exactement. Ce qui a été passionnant, c'est qu'elles ont un point commun sur une dimension de la négociation qui est structurante, qui s'appelle le non négociable. C'est toujours des femmes qui, consciemment ou pas, ont défini un non négociable dans leur vie. Et en fait, quand vous avez compris ça, ça vous permet d'établir quelque chose de très ancré, de très solide. Et à un cadre structurant, en fait. Ultra structurant dans leur vie, dans leur carrière, dans leur vie privée, amicale, affective. Donc, il y a cette dimension-là. Ce qui m'a particulièrement touchée, et c'est un peu l'apprentissage de l'expérience, c'est le rapport au temps qu'elles ont et au réel, où finalement, elles sont capables de vivre comme ça l'incertitude, la nuance, de prendre les vagues que la vie leur fait vivre, sans se laisser forcément emprisonner et toujours en gardant une capacité à rebondir et à être elle-même. Et d'agilité, puisque la personne de Total Energy vous raconte qu'elle était à l'île Maurice, qui était un milieu d'hommes, et qu'elle réussissait malgré tout à en permanence gérer sa vie de maman, puisqu'elle emmenait son enfant. Elle avait pris toute sa famille. Toute sa fratrie. Et elle devait gérer, et elle dit avec une forme de fatalité, c'est comme ça, les choses arrivent comme ça. Il y a de ça chez les négociatrices, chez les femmes, que peut-être les hommes n'ont pas. Ils sont peut-être plus rigides, finalement, paradoxalement, et les femmes sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus souples. Il y a une vérité sur l'agilité qu'elles ont. Après, je pense aussi qu'il y a une part, de par les choix de vie qu'elles font, en l'occurrence la maternité dans cet exemple-là, qui font qu'elles n'ont pas le choix et qu'au lieu d'y résister ou de tenter de ne pas laisser les choses se mélanger, et c'est ça que j'ai trouvé très enrichissant, elles prennent la vague et elles laissent leur style s'exprimer. Et c'est le clin d'œil qu'elle fait quand elle dit finalement, sur cette journée où il y avait les familles des collaborateurs, mes enfants étaient là. Et je suis aussi une maman. Et monsieur le ministre était là. Et le dessin de mon petit garçon s'est retrouvé chez monsieur le ministre. Et tout s'est très bien passé au final. Très bien passé. Lisez le livre de Julie Crouzillac, Les négociatrices, édition Erol, ce que les femmes négocient pour mener la vie qui leur plaît. Donc il y a aussi un rapport à la liberté et d'être affranchie de toutes les contraintes, parce que c'est ce que raconte ce livre aussi. Merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. Vous êtes directrice exécutive d'ADN. Je ne dis pas de bêtises. C'est tout à fait ça. ADN Group. Et puis, vous avez fondé en 2015 l'association ADN Women. Tout à fait. Elles sont plusieurs. C'est ça. Merci Julie de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous regarder sur les réseaux sociaux, en podcast. N'oublions pas les podcasts. Merci à toute l'équipe. Merci à Angèle à la réalisation. Merci à Thibaut au son. Merci évidemment à Nicolas Juchat. Et je remercie Juliette, l'équipe de programmation dans son ensemble. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.